cannibalisme, catastrophe, naufrage. Trois mots qui n'ont aucun rapport, mais là qui définissent parfaitement l'histoire d'aujourd'hui. Je suis insupportable. Les gens, les youtubeurs qui parlent comme ça dans leur histoire, qui racontent comme ça, je sais pas comment vous faites. Je ne pourrais pas tenir plus de 10 minutes comme ça, c'est impossible. Je sais que vous aimez les histoires d'horreur, mais pas que, les histoires aussi incroyables. Et aujourd'hui, on est sur une histoire incroyable, improbable, hallucinante et un peu flippante. Ouais, pour le coup, on est sur un peu de la flip. J'ai pas envie de faire une intro trop longue, j'ai envie de commencer directement à vous raconter l'histoire d'aujourd'hui qui est juste bluffante. On est parti. Notre histoire commence le 12 octobre 1972 où un avion de la force aérienne d'Uruguay s'apprête à quitter l'aéroport international de Carrasco à Montevideo dans le but précis de rejoindre Santiago, au Chili. Les passagers sont principalement l'équipe de rugby des Hull Christians qui sont là pour un but précis, disputer un match important de rugby au Chili. Dans l'avion, il n'y a pas, vous vous en douterez, que des rugbymen, il y a aussi la famille de ces rugbymen. On y retrouvera quelques parents des joueurs de rugby, mais aussi les amis des joueurs. Et l'avion va rencontrer un premier problème directement qui va les refroidir. L'avion va être obligé de se poser à Mendoza, en Argentine, à cause de conditions climatiques assez difficiles. Et ce n'est qu'à partir du lendemain que le pire va arriver. Le 13 octobre 1972, le pilote de l'appareil, surnommé le colonel Julio Ferradas, va choisir de traverser la cordillère des Andes. Et je crois que ça a été la pire décision qu'il ait pu faire de sa vie. Parce qu'une fois traversé, l'avion prend le cap au nord pour rejoindre Santiago, et croyant entièrement avoir franchi le passage dans les nuages, le copilote de Julio va avertir la tour de contrôle de Santiago qu'il se trouve au-dessus de Corico et qu'il va virer pour amorcer sa descente. La navigation que va transférer le copilote à la tour de contrôle de Santiago était faussée, donc l'avion va descendre beaucoup trop tôt et va percuter malheureusement un premier pic qui va arracher l'aile droite de l'avion. Cette aile va emporter malheureusement avec elle quelques passagers. L'aile gauche de l'avion va aussi y passer, elle va à son tour s'arracher lors d'une collision avec un second sommet. L'avant du fuselage de l'avion va terminer sa course dans la neige, mais pas n'importe où, dans un glacier à 3600 mètres d'altitude, dans une zone reculée et déserte du département de Malargue, à proximité de la frontière entre l'Argentine et le Chili. Dans ce malheur, il y a un peu de chance finalement, car 33 personnes vont survivre. Comment ça, je n'arriverai pas à l'expliquer. Peut-être que vous arriverez à l'expliquer en commentaire, mais je trouve ça assez fou que juste grâce à la tête de l'avion, des gens ont pu réussir à s'accrocher et à survivre. Je trouve ça juste fou. C'est quand même un crash d'avion, c'est quand même super fort, puissant. Alors comment des gens ont pu survivre à ça? Je trouve ça juste fou. Bref, là n'est pas le débat. 33 survivants vont rester bloqués dans le froid, retranchés dans l'avion qui leur sert du coup d'abri pour ne pas avoir froid. Ayant une réserve de nourriture très limitée, les 33 personnes qui restaient se rationnent dès les premiers jours. Ils vont apprendre quelque chose qui n'a aucun rapport avec la bouffe, une nouvelle très badante. 8 jours après l'accident, les survivants vont apprendre, grâce à un poste radio portatif, que la mission des recherches pour les retrouver va être abandonnée par les autorités. Et ça ne va pas plus les étonner que ça, car comme l'avion est blanc, dans la neige, il est indiscernable. Mais ça va quand même leur foutre un bon gros seum, c'est normal, car ils vont peut-être mourir. Normal de fou. Mais ils vont avoir une stratégie qui ne va pas du tout marcher. Et quand je vais vous la dire, vous allez dire, mais oui, c'est logique de fou. Comme ils avaient des réserves assez maigres, ils se sont dit, avant de puiser dedans, est-ce qu'on mangerait pas les bouts de cuir des sièges de l'avion? Le traitement chimique du cuir étant non comestible, ils vont vite abandonner l'idée de manger du cuir. Voilà. Wow. Ils vont aussi par la suite déchirer les coussins pour essayer d'y trouver de la paille, mais rien. Il n'y a malheureusement que de la mousse de remplissage, rien de comestible. Et cette situation va particulièrement énerver un des gars du groupe, se prénommant Nando Parado. Lui, il a envie qu'une chose, c'est survivre. Alors ce qu'il va faire, c'est dire à tous ses potes, vous savez quoi les gars, moi j'ai envie de survivre, je vais manger le corps du pilote. Ok. Car oui, le corps du pilote avait été réservé par le froid. Plusieurs autres survivants même auraient eu la même idée que Nando, manger le reste des corps des personnes décédées du crash. Et il y a même une personne parmi les survivants qui s'appelle Roberto Canessa, qui va les aider, comme il est étudiant en médecine, à découper méthodiquement le corps des personnes décédées pour les manger. Roberto avait appris aux survivants à découper les corps avec des lames de rasoir, mais aussi avec les restes des éclats du hublot qu'avait créé l'avion en se crachant. Après le cadavre du pilote, ils vont finir par manger les cadavres de leurs potes. Car oui, les rugbymen avaient, comme je vous l'ai dit au début, invité leurs potes,
et on finit par les manger. Ça c'est top, mais la malchance pour eux ne s'est pas arrêtée là du tout. Le 29 octobre, en pleine nuit, une avalanche va recouvrir l'avion et va faire 8 nouvelles victimes. Et grâce à Nando Parrado, on a pu avoir des images de la vie dans l'épave de l'avion, car tout simplement il a trouvé par terre dans la neige un appareil photo. Et c'est pourquoi du coup il a entre guillemets documenté cette survie quotidienne et je trouve ça assez fou. Dès les premiers jours, plusieurs personnes parmi les survivants sont proposées pour partir en expédition à la recherche de vie pour que des gens leur viennent en aide. Mais vous l'aurez deviné, tout ça n'a pas pu se faire à cause de la malnutrition, du froid, du vent. Alors ils sont restés dans l'épave de l'avion. Mais finalement, j'ai parlé trop vite car ils ont décidé de jouer un coup de poker. Un petit groupe a décidé de partir en exploration pour chercher de l'aide, des secours, avec les vêtements les plus chauds et les plus grandes rations de nourriture et la chair congelée de plusieurs corps humains, leurs potes. Sûrement leurs parents peut-être. Après plusieurs tentatives infructueuses, Fernando Parrado et Roberto Canessa parviennent seuls à franchir la chaîne de montagnes se trouvant à l'ouest du site de l'écrasement. Puis après avoir passé l'étape la plus dure, ils ont fini par descendre dans la vallée du Rio Azufre et 10 jours après leur départ, ils vont avoir un signe de vie. 10 jours après être partis en laissant les autres survivants derrière eux, ils vont avoir la première rencontre humaine ne faisant pas partie des survivants. Ils vont rencontrer près de Los Mitnes un paysan, Sergio Catalan, qui va lui directement, comme vous l'aurez deviné, alerter directement les autorités locales pour venir en aide aux derniers survivants. Et c'est le 22 décembre que tout va s'arranger. 2 hélicoptères de l'armée guidés par les 2 survivants qui sont allés voir le paysan, notamment Parrado, va leur indiquer en rejoignant le lieu de l'accident où sont les derniers survivants. Mais malheureusement, coup de froid, ils ne peuvent embarquer que 6 survivants par manque de temps. Vous inquiétez pas, les autres vont être récupérés le lendemain et être directement hospitalisés en urgence afin d'être soignés pour gélure, malnutrition, déshydratation et mal aigu des montagnes. À la suite de cet événement, les secours vont retourner sur les lieux du crash pour faire venir un prêtre pour qu'il inhume tous les corps des gens décédés et les restes vont être incendiés. Cette histoire à l'époque va faire la une des journaux, mais il y a un détail qui va quand même troubler la population et même les médias. Comment ont-ils fait pour survivre avec une réserve très maigre de nourriture? Au début, ils n'ont pas du tout assumé qu'ils ont mangé des humains. Et c'est normal. Ouais, c'est normal, ouais. J'arrive pas à trouver que ce soit pas normal. C'est normal. Parce qu'imagine un gars qui assume volontairement, j'aime les humains, j'adore les manger, accessoirement souvent que je craque, un ongle, très bon ça. Bref, au début ils n'ont pas du tout assumé qu'ils allaient manger littéralement leurs potes, leurs parents, mais ils ont fini par faire penser que peut-être, voilà, ils auraient fait quelque chose d'un petit peu mal, voilà, peut-être manger des personnes humaines. Voilà. Pour survivre. Alors, la question que je vous pose maintenant en commentaire, est-ce que vous aurez mangé d'autres humains pour survivre? Je vous avoue que je sais pas car je n'ai jamais été personnellement dans cette situation, mais je la trouve vraiment improbable et horrible l'histoire. En fait, l'histoire est à la fois horrible, à la fois un peu compréhensible. En fait, ce qui est fou dans cette histoire, c'est que je comprends un peu les gars qui ont mangé d'autres humains parce qu'ils voulaient survivre pour ne pas mourir, mais je me dis, éthiquement parlant, c'est quand même pas fou de manger des gens qui sont pareils que toi, enfin je veux dire, enfin bref, histoire complètement folle. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai envie de savoir ce que vous en pensez en commentaire de tout ça. En tout cas, ça a été un plaisir de raconter cette histoire. Je suis assez fan d'histoires comme ça de survie, de personnes qui étaient dans des conditions extrêmes et qui ont survécu à tout ça. N'hésitez pas à commenter si vous êtes encore là le mot avion. Pas d'autres inspi pour d'autres mots. D'autres histoires arrivent très bientôt sur la chaîne. J'espère que le format vous plaît, comme toujours. Et nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Léo. Vous connaissez la chanson. A plus!